dire, toi, le mot d'accueil. Ah, bah écoutez, très très content, l'Association des maires de l'Allier est très très contente de vous accueillir pour cette troisième conférence de ce premier cycle, dans ce premier cycle de conférences, donc qui n'est pas en présentiel, vous savez, vous en connaissez les raisons, hein. J'espère qu'à la rentrée, ces réunions qui reprendront pourront se faire en présentiel. Si ce n'est pas possible, on continuera, n'est-ce pas Nathalie, sous la forme de réunions en visioconférence. On a choisi d'autres thèmes pour la rentrée, donc on verra maintenant. Et donc il y a un thème notamment sur le budget et on avait prévu sur l'école et puis peut-être d'autres thèmes que nous verrons avec Mairie 2000. Voilà. Mais je laisse la parole à Luc Brunet pour vous présenter cette thématique, la responsabilité civile et pénale de l'élu local. C'est un sujet hautement important. On est souvent questionné, surtout en début de mandat, à l'association des maires. Donc, ouvrez grand vos oreilles parce que ça, c'est un sujet sur lequel, effectivement, il faut être très attentif. Merci à tous de votre participation. Et comme nous ne sommes pas nombreux, vous pouvez, je pense, poser vos questions au fil de l'eau. Luc Brunet nous le confirmera peut-être. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente donc Luc Brunet, responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale et associative. Donc, la SMAC est une structure mutuelle d'assurance collectivité locale qui a été créée en 1974, qui est leader de l'assurance des collectivités territoriales et qui exerce sur l'ensemble du territoire français. Et la SMAC a créé en 1998 un observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales dont l'objet est d'analyser le risque juridique des élus et des fonctionnaires. Donc c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui devant vous. Merci à l'Association des maires de l'Allier de nous avoir sollicité. Merci à Mairie 2000, également notre partenaire. Donc l'observatoire, il a un double objet. Le premier objet, c'est d'analyser le risque des élus et des fonctionnaires. Pour cela, on édite des statistiques, donc je vous en présenterai tout à l'heure, sur le nombre d'élus qui sont mis en cause, pour quel type d'action, quelle est l'issue des procédures. Et également, on a un site internet sur lequel on décortique la jurisprudence et on essaye à partir de la jurisprudence de dégager des éléments de prévention. Notre motif étant un décideur territorial averti en vaut deux. Donc le but, c'est vraiment, et ça sera l'état d'esprit de cette intervention, c'est de faire œuvre de prévention. Il ne s'agit pas ici d'agiter le chiffon rouge du risque pénal pour venir vous faire peur et vous pousser à la démission, alors que vous êtes à peine installé pour la plupart. Ça serait malvenu de notre part. Non, c'est vraiment de vous donner des clés de lecture parce que vous allez voir au travers des exemples que je citerai que vous pouvez engager votre responsabilité sans nécessairement en avoir conscience. Donc la partie, l'exposé est divisé en trois parties. On va d'abord voir un volet responsabilité civile. Donc sur la responsabilité civile, c'est-à-dire qui c'est qui indemnise la victime. Ensuite, nous verrons dans une deuxième partie la responsabilité pénale, à qui on va appliquer une peine. Et puis, dans une troisième partie, nous verrons les incidences en termes d'assurance. Comment ça se passe en termes d'assurance. Pour les questions, oui, ce que je vous propose, c'est que, peut-être pas sur chaque diapositive, mais on va scinder sur les trois diapositives, sur les trois parties. À la fin de chaque partie, je vous laisserai la parole. Vous avez aussi la possibilité des questions, vous n'avez peur d'oublier des questions, de les saisir sur le chat, et puis j'y répondrai à la fin de chaque partie. Alors, c'est parti. J'arrive. Je vais mettre le petit pointeur laser. Et voilà. Donc, la responsabilité civile, la première question qui se pose lorsqu'il y a un accident, par exemple, au sein de la collectivité. Et donc, qui c'est qui va devoir indemniser la victime? La victime a subi un préjudice. Est-ce que c'est à l'élu personnellement sur ses données personnelles ou est-ce que c'est à la collectivité? Alors, les hypothèses peuvent être multiples. Ça peut être un enfant qui s'est blessé sur une aire de jeu, aux normes. Le maire était au courant du fait qu'elle n'était pas aux normes. Est-ce que le fait que le maire était au courant qu'il n'était pas aux normes, est-ce que ce sera à lui d'indemniser la victime sur les données personnelles ou est-ce que c'est la collectivité? Autre exemple, vous demandez à un agent d'aller repeindre un bâtiment communal et au cours de l'opération, il tombe d'un échafaudage, il se blesse grièvement. Là aussi, même topo, c'est vous qui avez donné l'ordre. Est-ce que c'est vous qui engagez votre responsabilité civile personnelle sur vos deniers personnels ou est-ce que c'est la collectivité qui va indemniser la victime? Dernier exemple, attribué à un marché public,
un candidat mécontent de ne pas avoir été engagé une procédure, estimant que le candidat retenu a été favorisé, réparation de son préjudice. Peut-il demander réparation de son préjudice à vous personnellement? Ou est-ce que c'est nécessairement la collectivité qui sera responsable? Donc, vous voyez au travers de ces exemples que la question est loin d'être neutre. Et elle est loin d'être neutre parce que, effectivement, dans un cas, ça sera la collectivité qui analysera et dans l'autre, ça sera vous. Et la réponse, elle a été apportée par le juge. Elle a été apportée par le juge à la fin du 19e siècle. Et c'est toujours l'état du droit actuel, c'est-à-dire que depuis la fin du 19e siècle, l'état du droit, il n'a pas changé. Et on fait toujours la même distinction selon le type de faute qui vous est reproché. En fait, il y a deux types de fautes qui peuvent vous être imputées. Il s'agit d'une faute de service. À ce moment-là, c'est la responsabilité de la collectivité, donc ce n'est pas vous personnellement qui allez être. C'est pas votre responsabilité civile personnelle qui va être engagée, mais c'est la responsabilité de la collectivité. Et cette responsabilité de la collectivité, si jamais il y a un contentieux, il sera porté devant les juridictions administratives, tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'État. Par contre, s'il s'agit d'une faute personnelle, là, pour le coup, ce n'est plus la collectivité qui est responsable, mais c'est bien vous personnellement. C'est la responsabilité personnelle de l'élu qui va être engagée. Et s'il y a un contentieux, ce contentieux ne sera plus porté devant les juridictions administratives, mais devant les juridictions judiciaires. Donc, tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation. Alors, dire c'est bien gentil, tout ça, mais qu'est-ce qu'une faute de service et qu'est-ce qu'une faute personnelle? C'est la question qui est centrale, puisque c'est elle qui va déterminer quel est le patrimoine responsable. Eh bien, je vous ai parlé d'une jurisprudence de la fin du 19e siècle. Et bien, cette jurisprudence, à l'occasion de cette jurisprudence, vous avez un commissaire du gouvernement qui s'appelait Laferrière, qui a donné une définition de ce qu'est une faute de service, de ce qu'est une faute personnelle. La faute de service, il l'a définie comme ainsi, c'est une faute qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur. C'est l'hypothèse principale de l'accident. J'ai évoqué l'hypothèse de l'accident sur une aire de jeu ou de l'accident qui survient à un agent auquel vous avez demandé d'aller repeindre le bâtiment. De manière générale, lorsqu'il y a un accident, ce n'est pas personnellement d'indemniser les victimes, ce sera à la collectivité. Si tant est que la responsabilité de la collectivité soit engagée, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident qu'automatiquement la responsabilité de la collectivité soit engagée. Il peut y avoir aussi une faute de la victime. Et vous pouvez vous-même prouver que vous avez, par exemple, correctement entretenu un ouvrage public. Mais d'une manière générale, lorsqu'on est en accident, ce n'est pas vous personnellement qui devrez indemniser les victimes. Si jamais il y a un responsable, ce sera la collectivité. Et donc, par derrière la collectivité, ce sera l'assureur de la collectivité. Bon, par exemple, en ce moment, jusqu'au 10 juillet, on est encore en état d'urgence sanitaire. L'une des préconisations qui vous est faite, une recommandation qui vous est faite, c'est de désinfecter les locaux. Donc, imaginons que la serpillière vient d'être passée dans les locaux de la mairie, un administré est rentré, glisse, coup du lapin, pas de bol, tombe dans les escaliers. Bon, un administré qui rentre vivant dans les couloirs d'une mairie, vous en conviendrez avec moi qu'il a quand même le droit d'en ressortir vivant. Donc, ces ayants droit vont pouvoir obtenir réparation de leur préjudice, non pas auprès de la femme de ménage, non pas auprès du directeur de service technique, si vous en avez un, non pas auprès de vous personnellement en tant qu'élu, mais bien auprès de la collectivité. Donc, c'est la responsabilité de la collectivité qui sera engagée, à moins qu'elle puisse prouver que, par exemple, elle avait correctement informé les usagers qui étaient glissants, que l'entretien a été fait correctement. Mais, encore une fois, ce n'est pas vous personnellement qui allez engager votre patrimoine. Ça sera, si une responsabilité est retenue, ça sera celle de la collectivité. Voilà pour la faute de service. La faute personnelle, pour reprendre l'expression du commissaire de gouvernement Laferrière, c'est une faute qui révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses. Donc, on n'est plus du tout on change de nature au niveau de la faute. Les élus, ce sont des femmes et des hommes qui peuvent avoir leur travers et qui peuvent, par exemple, utiliser leurs fonctions électives à des fins personnelles. Eh bien, quand un élu utilise ses fonctions électives à des fins personnelles, il commet une faute personnelle et donc il engage sa responsabilité personnelle.
exemple, c'est pas arrivé dans le département de l'Allier. Vous avez eu le cas d'un maire qui avait fait fermer un établissement recevant du public en invoquant des motifs de sécurité, donc il avait pris un arrêté de police pour cela. En fait, quand on a creusé un peu, on s'est aperçu que ce n'est pas du tout pour des motifs de sécurité qu'il a fait fermer l'établissement en question, mais c'est parce que l'établissement en question était celui exercé par son époux. Donc il a voulu éliminer un concurrent. Bon, pas bien, d'accord? Vous en conviendrez avec moi qu'on est bien au niveau d'une faute personnelle. Et donc, c'est la responsabilité personnelle du maire pour indemniser le commerçant qui a subi un préjudice dont l'établissement a été fermé à tort. Ce n'est pas à la commune d'indemniser le commerçant, mais c'est bien à l'élu personnellement. Ça se passe toujours pas dans l'Allier. C'est un maire qui était président de PHLM qui délivre des logements sociaux en échange de faveurs de nature sexuelle. Donc là, vous en êtes d'accord avec moi, on se situe au niveau de la faute personnelle. Donc, responsabilité personnelle de l'élu engagé devant les juridictions judiciaires. Donc, c'est à l'élu qu'il reviendra sur ses deniers personnels d'indemniser les victimes. Alors, j'ai pris des exemples volontairement caricaturaux pour que vous compreniez bien la nuance entre ce que constitue une faute de service et une faute personnelle. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que lorsqu'on rentre dans le détail de la jurisprudence, on s'aperçoit qu'on peut facilement glisser de la notion de faute de service à la notion de faute personnelle. Et que la frontière entre les deux, elle n'est pas toujours très étanche et que les magistrats entre eux ne sont pas toujours d'accord. D'ailleurs, je vous présenterai dans le slide suivant des grises et on va voir qu'effectivement, dans certains cas, il y a débat. Et que savoir si on se situe là au niveau de la faute de service ou au niveau de la faute personnelle, eh bien, il peut y avoir débat et ça va être une appréciation qui va se faire au cas par cas. Alors, petite précision méthodologique, le diapo vous sera remis ou vous a déjà été remis, je ne sais pas encore. Toujours est-il que quand vous en aurez quand il sera mis à votre disposition, tous les liens qui vous sont proposés dans les petits carrés bleus, les petits rectangles bleus qui vous sont proposés en fin de page, ils sont cliquables. Donc là, vous avez par exemple 2 arrêts du Conseil d'État qui ont été rendus le même jour, le 30 décembre 2015, et qui concernent un même maire. Ces 2 arrêts sont très importants parce qu'ils définissent les critères qui permettent de caractériser ce qui constitue une faute personnelle. Dans cette affaire, le Conseil d'État a en effet défini 3 critères qui sont alternatifs et qui ne sont pas cumulatifs, qui permettent de caractériser ce qui constitue une faute personnelle. Alors, quels étaient les faits de l'espèce? Les faits de l'espèce sont les suivants. Commune du sud-est de la France, vous avez un maire qui fait acheter sur deniers publics un véhicule de gros cylindrée qui est donc il est poursuivi pour ces faits pour détournement de fonds publics. Le même maire, quelque temps plus tard, au cours d'une réunion publique, tient des propos d'incitation à la haine raciale. Et il est poursuivi pour ses propos pour incitation à la haine raciale. Donc il est poursuivi pour 2 affaires différentes. Pour ces 2 affaires, il a besoin d'un avocat pour se défendre. Et il demande à la commune, au conseil municipal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui payer son avocat. Alors, petite parenthèse sur ce que constitue la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est une obligation qui pèse sur les communes, mais pas que, sur les administrations au sens large en général, et donc sur les communes en particulier. Cette obligation, elle consiste en 2 volets, en fait. Elle concerne aussi les élus locaux que les fonctionnaires territoriaux. Le premier volet, l'hypothèse la plus fréquente, c'est le cas d'un élu ou d'un fonctionnaire qui est agressé dans l'exercice des fonctions, qui est injurié, qui est harcelé, qui est diffamé. Donc, il va engager une procédure contre le plaignant, contre le des faits, pardon. Et pour engager cette procédure, il va avoir besoin d'un avocat. Cet avocat, ce n'est pas à lui de se le payer, dès lors qu'il a été victime dans l'exercice de ses fonctions, c'est à la commune de le payer. D'accord ? Donc ça, c'est la première hypothèse de la protection fonctionnelle. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse inverse, où ce n'est plus l'élu ou le fonctionnaire qui est victime d'une infraction, mais c'est l'élu ou le fonctionnaire qui est accusé d'avoir commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions. Et là aussi, il va avoir besoin d'un avocat pour se défendre. Et là aussi, dès lors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, ce n'est pas à lui
qui doit payer son avocat, mais c'est à la commune de le faire. Cependant, pas dans tous les cas. Encore est-il que l'élu ou le fonctionnaire qui est poursuivi n'ait pas commis de faute personnelle. Donc, on retrouve cette notion de faute personnelle. Donc, vous voyez que cette notion de faute personnelle est très importante parce que non seulement elle va déterminer qui est responsable civilement, mais en plus, elle va déterminer si le conseil municipal doit ou non accorder la protection fonctionnelle à l'élu, c'est-à-dire prendre en charge son avocat pour qu'il se défende. Et là, le conseil municipal de la commune concernée accorde le bénéfice au maire poursuivi de la protection fonctionnelle pour les deux affaires. Donc, a priori, ça veut dire qu'on engage le public pour défendre le maire qui était poursuivi pour ces deux affaires. Sauf que la délibération elle est attaquée par un déféré préfectoral, donc le préfet exerce un recours, il saisit les juridictions administratives et ça remonte au Conseil d'État. Qu'est-ce que nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt du 30 décembre 2015 ? Dans ces deux arrêts du 30 décembre 2015 ? Eh bien, il définit les critères de caractériser ce que constitue une faute personnelle et il définit 3 critères qui sont bien alternatifs, et j'insiste, et non pas cumulatifs. C'est-à-dire qu'il suffit que l'un de ces critères soit réuni pour qu'il y ait faute personnelle et donc impossibilité pour la commune de prendre en charge la défense de l'élu. Premier critère, personnel, chaque fois qu'un élu poursuit des préoccupations d'ordre privé. Chaque fois qu'un élu poursuit un intérêt qui lui est personnel, eh bien, il commet une faute personnelle. Donc, qu'est-ce que nous dit le Conseil ? Dans le cas présent, le Conseil d'État nous dit, lorsque le maire a fait acheter sur deniers publics un véhicule de grosse cylindrée, eh bien, il vient suivi des préoccupations d'ordre privé. Donc, il a commis une faute personnelle. Donc, ça a 2 incidences. Première incidence, ce n'est pas à la commune de lui payer son avocat. Deuxième incidence, le préjudice subi par la victime, ce d'autant qu'en l'espèce, c'est la collectivité qui a été victime, eh bien, ça sera à l'élu personnellement d'assumer les conséquences de ces actes. Deuxième critère que définit le Conseil d'État, c'est qu'il y a une faute personnelle chaque fois que l'élu a eu un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions publiques. Et là, nous dit le Conseil d'État, lorsque le maire a tenu des propos d'incitation à la haine raciale, eh bien, il a bien eu un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions publiques. Et donc là aussi, le conseil municipal ne pouvait pas lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Et donc, c'était à l'élu de se défendre personnellement. Et troisième, et c'est celui sur lequel j'attire plus particulièrement votre attention, c'est l'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Pourquoi j'attire votre attention sur ce critère-là ? Parce que vous et moi, le curseur de la faute d'une particulière gravité ne nous placerons pas nécessairement au même endroit. Et ce qui est valable pour l'instant. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas pour les autres, mais par moment, on vous perd, par moment, on perd le son. Ah, par moment, on perd le son. Oui. Je voulais vous avertir qu'à 2 ou 3 fois, à 2 ou 3 reprises, on a eu des petites coupures. Voilà. Là, par exemple, je vous entends plus. Voilà. Et moi-même, quand je vous entends, là, le son n'est pas. D'accord. Donc, effectivement. D'accord. Bon, écoutez, on fait pour le mieux. Pour l'instant, ça va. J'ai pas entendu là quand l'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Vous pouvez reprendre ? Non, ça marche. La question. Est-ce que vous pouvez… L'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Est-ce que tu peux reprendre ? C'est à ce moment où je m'absente s'il y a des problèmes. Voilà. Alors, la faute d'une particulière gravité, si j'attirais votre attention dessus, c'est que cette faute, le curseur de la faute d'une particulière gravité, vous et moi, on ne le situe pas nécessairement au même endroit. D'accord ? Il y a une dose de subjectivité, d'interprétation. Et ce qui est valable pour vous et moi l'est aussi pour des magistrats. Et donc, c'est vrai que ce critère-là de la faute d'une particulière gravité,
ça entraîne effectivement une certaine insécurité juridique parce que, encore une fois, il y a une dose de subjectivité et donc il peut y avoir au sein des juges, et on va le voir justement, ça peut expliquer effectivement que dans certains cas, il y a des zones grises et qu'on ne sait pas si on se situe au niveau de la faute de service et donc responsabilité de la collectivité ou faute personnelle, et à ce moment-là, c'est bien la responsabilité personnelle de l'élu. Alors, au niveau des zones grises, quelles sont-elles? Il y en a deux principales. La première, c'est la faute non intentionnelle d'une particulière gravité. Alors, quelle est l'hypothèse? C'est l'hypothèse qu'on a vue tout à l'heure, que l'accident, en principe, c'est du domaine de la faute de service et donc responsabilité, a priori, de la collectivité. Mais parfois, il y a débat par rapport à l'accident. Pourquoi? Parce que certes, c'est un accident, donc en principe, il n'y a pas eu d'intention de commettre une infraction, mais pour autant, cet accident, on a un peu tout fait pour qu'il arrive. On n'a pas voulu les blessés, on n'a pas voulu les blessures, mais pour autant, on a un peu tout fait pour que l'accident est plus ou moins inévitable. Et dans ces hypothèses-là, eh bien, vous avez certains juges qui vont dire qu'on n'est plus au niveau de la faute de service, mais au niveau de la faute personnelle et donc responsabilité personnelle de l'élu. Et on va voir que sur ce sujet-là, il y a débat au sein des juridictions et que les juges ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. Alors, deux exemples. Le premier exemple n'a pas pour cadre une collectivité territoriale, il a pour cadre une maternité publique, mais je le cite parce qu'il est assez illustratif du raisonnement du juge. Vous avez un gynécologue qui est d'astreinte dans une maternité. Il est appelé parce qu'il y a un accouchement qui se passe mal. Et il refuse de se déplacer. Il refuse de se déplacer et malheureusement, la patiente décède. Donc, le gynécologue en question est poursuivi, il est condamné pour homicide involontaire. Donc, sur le plan de la responsabilité pénale, sa culpabilité est établie. Il est condamné à une peine. Se posait la question de la responsabilité civile. Et au niveau de la responsabilité civile, il fallait savoir, est-ce que c'était le gynécologue qui était civilement responsable ou est-ce que c'était l'hôpital? Et pour répondre à cette question, il fallait se prononcer sur la faute qui avait été commise. Est-ce que la faute commise était une faute de service, donc responsabilité de l'hôpital, ou est-ce qu'il s'agissait d'une faute personnelle, donc la responsabilité personnelle du gynécologue? Et les juges de première instance et les juges répondent à cette question en disant c'est le gynécologue qui est civilement responsable parce que la faute qu'il a commise est d'une particulière gravité. D'accord? On retrouve ce critère de la faute d'une particulière gravité. Et certes, c'était non intentionnel, mais c'était une faute d'une particulière gravité. Et donc, il a commis une faute personnelle et donc, il engage son patrimoine personnel. Ça, c'est la position des juges de première instance d'appel. La chambre criminelle de la cassation, donc celle qui a le mot final, elle a confirmé la culpabilité sur le plan pénal du gynécologue, mais par contre, sur le plan civil, elle a considéré qu'il avait commis une faute de service. Pourquoi? Parce que certes, il avait peut-être commis une faute d'une particulière gravité, mais on restait dans le domaine non intentionnel. Et dès lors qu'on restait dans le domaine non intentionnel, pour la Cour de cassation, eh bien, on reste au niveau de la faute de service. Quand bien même, vous avez vu qu'en espèce, le gynécologue avait quand même commis une faute d'une particulière gravité, puisqu'il avait refusé de se déplacer alors qu'il était d'astreinte. Donc, il a quand même manqué à une obligation professionnelle de sa part. Mais, nous dit la Cour de cassation, malgré tout, il n'a pas voulu le décès de la patiente. Donc, on reste au niveau de la faute de service et on ne passe pas au niveau de la faute personnelle. Et la Cour de cassation, dans la chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 2 mai 2018, a confirmé cette position qui, là, pour le coup, concerne une commune. Dans l'affaire Xynthia, le maire a été au pénal pour blessure et homicide involontaire. Il a été condamné au pénal. Mais, en première instance, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne avait jugé que non seulement le maire il engageait sa responsabilité pénale, mais aussi sa responsabilité civile, parce que les juges estimaient qu'il avait commis une faute d'une particulière gravité, donc qu'il a engagé son patrimoine personnel pour indemniser les victimes.
La Cour d'appel de Poitiers, elle, a confirmé la culpabilité de l'élu sur le plan pénal, mais par contre, sur le plan civil, appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, a considéré que l'élu, certes, a commis une faute d'une particulière gravité, mais cette faute étant non intentionnelle, eh bien, on était au niveau de la faute de service et non pas de la faute personnelle. Et donc, c'était à la collectivité, en partage avec la responsabilité de l'État, qu'il revenait d'indemniser la victime. Et la Chambre criminelle de cassation, en 2018, a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers. Alors, vous voyez avec ces exemples que les juges ne sont pas nécessairement d'accord entre eux et que notamment les juges de premier degré, voire les juges d'appel, font de la résistance à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour la Cour de cassation opère ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence et dise « Ok, dorénavant, même s'il s'agit d'une faute non intentionnelle, dès lors qu'elle est d'une particulière gravité, eh bien, il s'agit d'une faute personnelle. » D'ailleurs, c'est la position du Conseil d'État qu'on a dans les arrêts du 30 décembre 2015. C'est-à-dire que pour le Conseil d'État, lui, la faute d'une particulière gravité, qu'elle soit intentionnelle ou non, ça n'a pas d'incidence sur la caractérisation de la faute personnelle. Donc vous voyez que selon les juridictions ne sont pas nécessairement d'accord entre elles. Deuxième, il y a le non-respect de la réglementation. Vous savez qu'en tant qu'élu, la réglementation à respecter. Par exemple, en matière de marché public, vous avez un code de la commande publique à respecter. Que se passe-t-il si vous commettez une boulette dans l'application du code de la commande publique et que de cette boulette résulte le fait qu'un candidat a passé à tort d'une procédure? Est-ce qu'on est au niveau de la faute de service et responsabilité de la collectivité ou est-ce qu'on est une faute personnelle et donc responsabilité personnelle de l'élu? Et bien là, c'est une appréciation qui va se faire au cas par cas. Peut-être que le juge dira il n'y a pas eu d'intention de favoriser le candidat, donc on est au niveau de la faute de service. Peut-être que le juge dira ah ouais, mais la boulette commise était quand même d'une particulière gravité. Et donc, on a glissé au niveau de la faute personnelle. D'accord ? Et donc, on ne peut pas exclure qu'une entreprise qui a été évincée de marché public vienne rechercher la responsabilité personnelle du maire pour obtenir réparation de son préjudice. De même, en matière d'urbanisme. En matière d'urbanisme, on a la même problématique. D'ailleurs, vous avez un arrêt de la Chambre publique le 25 janvier 2017 qui se prononce en la matière. Les faits sont les suivants. Vous avez un pétitionnaire qui présente un permis d'allotir, qui demande un permis d'allotir pour construire un lotissement. Et la commune refuse le permis d'allotissement. L'administré attaque le refus devant les juridictions administratives. Bon, ça, c'est très fréquent. Il n'y a rien de dramatique en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas un procès que l'on fait à vous personnellement, c'est un procès à l'acte que vous avez pris. Fait à l'acte que vous avez pris. Certes, ce n'est jamais agréable de se faire retoquer par le juge administratif, mais il n'y a rien de dramatique en soi. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un procès que l'on fait à vous personnellement, c'est un procès à l'acte que vous avez pris. Et là, le juge administratif donne raison à l'administré en disant oui, effectivement, c'est à tort que le permis d'allotir a été refusé au regard des règles d'urbanisme. Grave, rien de dramatique. Là où ça se complique, c'est que notre administré dit bon, très bien, je vais pouvoir construire mon lotissement, mais avec tout ça, mon projet il a pris du retard, et donc un manque à gagner du fait de ce retard. Et à gagner, au lieu d'en demander réparation à la commune, comme c'est ordinaire de le faire, il actionne la responsabilité civile personnelle du maire devant la juridiction judiciaire. C'est-à-dire qu'il demande réparation de son préjudice, non pas à la commune, mais au maire personnellement. Par instance, et les juges d'appel, ce qu'ils disent, ils disent monsieur, non, vous ne pouvez pas rechercher la responsabilité civile personnelle du maire. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a recherché aucun intérêt personnel. Certes, il a fait une mauvaise application des règles d'urbanisme, mais pour autant, il n'avait pas recherché un intérêt personnel, il n'avait aucun intérêt personnel dans ce dossier, et il n'avait pas d'animosité personnelle à votre égard. Donc,
si vous devez rechercher la responsabilité de quelqu'un, ce n'est pas celle du maire, mais actionner la responsabilité de la collectivité devant les juridictions administratives. Pourvoi en cassation, et la Chambre civile de la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle casse l'arrêt d'appel en disant une chose très importante, en disant ce n'est pas parce que l'élu n'a pas recherché un intérêt personnel que pour autant il n'a pas de faute personnelle. Il faut se demander s'il n'a pas commis une faute d'une particulière gravité. Et la Chambre civile de la Cour de cassation se calque sur les critères posés par le Conseil d'État. Et ce qu'il faut en retenir, c'est quoi? C'est que vous pouvez commettre une faute d'une particulière gravité et donc une faute personnelle sans avoir recherché un intérêt personnel. D'où l'importance, effectivement, d'être bien assuré à titre personnel. Ça fera l'objet de la troisième partie. Est-ce que vous m'entendez à peu près? Oui, oui. Oui, mieux. Est-ce que sur ce slide-là, vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Non. Moi, j'en ai pas dans le chat, en tout cas. On continue? Après, comme je vous ai dit dans le chat, si vous avez des difficultés à entendre et si ça rame un petit peu, si ça lag, comme on dit, faut couper vos webcams, vous gagnerez de la bande passante. Quitte à les remettre après pour poser vos questions, c'est pas un souci, mais peut-être que vous gagnerez un peu en bande passante. Excuse-moi, Luc, je t'en prie. Oui, sans prix. Précision importante, effectivement. Alors moi, je laisse quand même un webcam pour que ce soit un peu plus complet, mais effectivement, Ben oui. si le son, si ça lag, comme tu dis, peut-être que je serai amené aussi à couper. Pour l'instant, on va continuer comme ça. Alors, on a vu faute de service, responsabilité de la collectivité, faute personnelle, responsabilité personnelle de l'élu. Ça ne répond pas à toutes les situations, et dans certaines hypothèses, le juge va laisser à la victime ce qu'on appelle le droit d'option. Le droit d'option de la victime. Alors, qu'est-ce que c'est le droit d'option de la victime? Eh bien, c'est la victime qui décide si elle actionne la responsabilité de la collectivité ou la responsabilité de l'élu. Donc, en gros, c'est la victime qui a les cartes en main et elle peut à son choix soit actionner la responsabilité de la collectivité, soit la responsabilité personnelle de l'élu. Et en fait, ce droit d'option, il existe dans deux types de situations. Première situation, c'est l'hypothèse de cumul de fautes. Cumul de fautes, quelle est l'hypothèse? Eh bien, il y a un accident, par exemple. Cet accident, il peut être à la fois imputable à une faute de service et une faute parce que vous avez plusieurs facteurs qui ont contribué à la réalisation de l'accident. Et dans ce cadre-là, la question qui se posera, c'est est-ce que c'est l'élu qui va indemniser la victime parce qu'il a commis une faute personnelle ou est-ce que c'est la collectivité parce qu'il y a une faute de service qui a été commise? Et la réponse du juge, c'est la victime qui décide au niveau avec cette notion de droit d'option de la victime. Alors, exemple, je suis élu communal, je prends le kangou de la commune pour me rendre à une réunion de chantier, et comme à la bourre, j'appuie sur l'accélérateur et je cause un accident de la circulation. L'enquête permet d'établir que l'accident est imputable à la fois à mon excès de vitesse, donc ça c'est une faute qui est personnelle, mais également à un défaut d'entretien du véhicule, parce que les freins étaient défectueux. Là, c'est une faute de service. La victime, elle pourra actionner soit ma responsabilité personnelle parce que j'étais en excès de vitesse, soit la responsabilité de la collectivité parce qu'elle m'a fourni un véhicule qui n'était pas correctement entretenu. Au final, ça se traduira par un responsabilité. C'est-à-dire que si la victime a actionné ma responsabilité personnelle, moi je suis en droit ensuite de me retourner contre la commune pour la part qui est imputable à la faute de service, et réciproquement, si la victime décide d'actionner la responsabilité de la collectivité est en droit ensuite de se retourner contre l'élu pour la part qui est imputable à la faute personnelle. Alors, deux exemples tirés de la jurisprudence. Le premier, alors, n'a pas pour cas des collectivités territoriales, mais c'est un exemple assez cocasse. C'est d'ailleurs la première fois que le juge avait retenu cette notion. Ça se passe au début du XXe siècle. Vous avez un administré qui se présente au bureau de poste de la commune et les postiers ont fermé un peu plus tôt que prévu. Et ce pauvre monsieur, qui s'appelait Monsieur Ranguet,
n'avait pas envie de passer sa nuit dans le bureau de poste. Et donc, il a tenté sa chance par une porte de service. Malheureusement, quand ce n'est pas votre jour, ce n'est pas votre jour. Il est tombé sur des receveurs de la poste qui, le prenant pour un malfaiteur, l'ont passé à tabac. Donc, le juge, qu'est-ce qu'a dit le juge? Eh bien, le juge a dit, en présence à la fois d'une faute de service, le fait d'avoir fermé les locaux prévus plutôt que l'horaire prévu, et une faute personnelle, la responsabilité, la faute des agents d'avoir tabassé l'administré sans lui demander ce qu'il faisait là. Le pauvre âgé pouvait, à son choix, actionner la responsabilité des PTT à l'époque ou la responsabilité personnelle des postiers. Au final, ça se traduira par un partage de responsabilité. Le deuxième exemple, il a pour cadre une commune, l'arrêt du Conseil d'État du 6 juin 2012 qui vous est proposé ici. Quels sont les faits de l'espèce? Vous avez un agent d'une caisse des écoles qui falsifie des bons de commande pour faire des achats informatiques personnels. Bien. Évidemment, la commune n'a pas connaissance de ces achats, puisque ça se fait dans son dos. Ah. Luc, je n'ai pas de son. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? J'ai eu une coupure de son. Alors moi, j'ai eu un petit message de connexion instable, donc c'est possible que... Ouais. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Désolée pour ces conditions-là. Alors parfois ça arrive, je suis désolée. Tout le monde doit être sur le réseau aujourd'hui. On t'entend, vas-y. Bon, donc là, en l'espèce, donc le commerçant n'est pas payé puisque les factures s'entassent, la commune n'a pas connaissance. Pourquoi? Puisqu'il y a eu falsification de bons de commande par l'agent indélicat. Donc le commerçant, au bout d'un moment, va voir le maire en disant « je ne comprends pas, il y a des factures qui sont impayées ». Et le maire découvre à cette occasion qu'un agent a été indélicat et a falsifié des bons de commande. Donc il va voir l'agent, il le réprimande, que ne le reprenne plus, mais sanction disciplinaire, tant et si bien que l'agent récidive quelques temps plus tard et rebelote. Le commerçant se retrouve de nouveau avec des factures impayées. Et il va voir le maire en disant « mais je ne comprends pas, je croyais que ce problème était réglé et j'ai de nouveau des factures qui sont impayées ». Et cette fois, le commerçant demande à la commune de lui payer. Et le Conseil d'État donne raison au commerçant partiellement parce que qu'est-ce que dit le Conseil d'État? Qu'est-ce que dit le juge? Le juge nous dit, certes, il y a une faute personnelle de la part de l'agent qui a falsifié les bons de commande pour faire des achats personnels, puisqu'il a poursuivi un intérêt personnel. Donc on a vu que c'était l'un des critères caractérisant la faute personnelle. Mais, nous dit le Conseil d'État, il y a aussi une faute de service de la part de la collectivité, puisque la collectivité n'a pas pris les sanctions disciplinaires qui s'imposaient et n'a pas exercé un devoir de surveillance sur l'agent alors qu'elle était déjà informée qu'il y avait eu déjà des débordements. Donc, on va permettre aux commerçants d'actionner la responsabilité de la collectivité, puisque la collectivité fait son travail. Et à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'agent. Puisque la collectivité a commis une faute qui a contribué à la réalisation de l'accident, à la réalisation du préjudice du commerçant, eh bien, elle ne pourra pas demander à l'agent les sommes qu'elle a versées au commerçant, puisqu'elle a commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice. Donc, ça se traduit bien par un partage de responsabilité entre la commune et l'agent fautif. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est faute personnelle non dépourvue de lien avec le service. Ça se complique un peu. Je vais essayer d'être très clair. Il n'est plus ici de répondre à une hypothèse concrète. Dans le premier cas, cumul de fautes, ça répond à une hypothèse concrète, c'est-à-dire qu'un même préjudice peut trouver son origine dans plusieurs causes. Donc là, on comprend. Là, il ne s'agit pas de répondre à une hypothèse concrète, c'est le juge qui poursuit un objectif.
Et quel est l'objectif du juge? L'objectif du juge, c'est permettre l'indemnisation de la victime. Or, avec la distinction faute de service, faute personnelle, le juge s'est retrouvé confronté à la problématique suivante, c'est que plus la faute était grave, et moins la victime avait de chances d'être indemnisée. Pourquoi? Parce qu'on a vu, quand il s'agit d'une faute grave, faute d'une particulière gravité, on a vu que c'était une faute personnelle, et donc c'était la responsabilité personnelle d'un élu. Or, un élu, ça a un patrimoine limité, comme vous et moi, nous avons un patrimoine, nous sommes des personnes physiques, donc nous avons un patrimoine limité, et donc si notre responsabilité civile est engagée, même si nous vendons notre maison, même si nous faisons un emprunt, ça ne suffira peut-être pas nécessairement pour pouvoir payer les dommages et intérêts qui sont dus à la victime et qui peuvent être relativement conséquents. Et donc, parce que s'il retient une faute personnelle, automatiquement, la victime va se retrouver face à une personne physique témoin limité. Donc, dans un premier temps, le juge va inventer des fautes de service pour permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité, mais ce n'était pas satisfaisant sur un plan intellectuel, et puis en plus, ça se traduisait par un partage de responsabilité. Donc, dans un second temps, le juge change son fusil d'épaule et a créé, sous l'impulsion d'un commissaire du gouvernement qui s'appelle Léon Blum, la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Qu'est-ce que nous dit le juge? Le juge nous dit, oui, la collectivité n'a pas commis de faute. Oui, l'élu a commis une faute personnelle. Mais cette faute, elle l'a rendue possible par les fonctions qu'exerçait l'élu. Puis s'il n'avait pas été maire, par exemple, s'il n'avait pas été adjoint, il n'aurait pas pu commettre cette faute. Et donc, on va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité. À charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'élu. À la différence de la première situation, il n'y aura pas de partage de responsabilité. La collectivité pourra ici demander remboursement à l'élu fautif de l'intégralité des sommes de la victime, sous réserve que l'élu soit solvable. Parce que si l'élu n'est pas solvable pour indemniser la victime, il ne sera pas plus solvable pour rembourser la collectivité. À l'école, là. Qu'est-ce que vous avez à livrer là? Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous pouvez couper, on entend, mais est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Merci. Oui. Donc Laurent, si je vais retrouver le fil de ma pensée, si l'élu n'est pas solvable pour indemniser la victime, il ne sera pas plus solvable pour la collectivité. Donc le risque d'insolvabilité, en fait, avec cette notion de faute non dépourvue de lien avec le service, on transfère le risque d'insolvabilité de l'élu de la tête de la victime sur la tête de la collectivité. C'est la collectivité qui va assumer le risque d'insolvabilité de l'élu ou de l'agent public au sens large, parce que ce que je vous dis là, c'est valable pour les élus, mais c'est valable aussi pour les fonctionnaires territoriaux. Donc, alors, exemple, hein, ça va très loin cette jurisprudence, parce que les exemples cités tout à l'heure sur le slide, le cas du maire qui fait fermer un établissement recevant du public, par exemple, pour éliminer un concurrent à son épouse. C'est une faute personnelle, mais c'est une faute personnelle qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, puisque c'est grâce à ses fonctions qu'il a pu prendre un arrêté de police ordonnant la fermeture. Donc, on va permettre aux commerçants d'actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'élu. Si je reprends l'exemple du président d'OPHLM indélicat, là aussi, c'est grâce à ses fonctions qu'il a pu commettre ces indélicatesses. Donc, on va permettre aux victimes d'actionner la responsabilité de l'administration, à charge ensuite pour l'administration de se retourner contre l'élu. Il y a 15 jours, je faisais une intervention devant les maires de l'Oise, similaire. Dans l'Oise, il y a eu une affaire qui a pris la chronique en fin des années 70, début des années 80. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'un excellent film avec Guillaume Canet. La prochaine fois, je viserai le cœur. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est le cas ce sont des faits réels, hein, le cas d'un gendarme qui a commis une série de crimes sur des jeunes femmes. Et l'affaire, le Conseil d'État a retenu la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Pourquoi?
Parce que le gendarme en question, certes, il n'avait pas commis les crimes en exercice de ses fonctions, il n'avait pas utilisé son arme de service, il n'avait pas utilisé non plus son véhicule de service, mais par contre, c'était lui qui était chargé de l'enquête. Donc forcément, il savait dans quel secteur les recherches étaient dirigées et dans quel secteur il pouvait en toute impunité continuer ses forfaits. Et donc, le juge l'a retenu l'existence d'une faute personnelle non dépourvue de lien avec les services. Extrêmement loin. L'arrêt qui a retenu pour la première fois cette notion concernait un maire d'une commune du sud-ouest de la France où il y avait une fête qui était organisée, la fête du village. Et à l'occasion de la fête du village, qui attirait énormément de monde parce qu'il y avait une attraction qui était renommée, attraction qui consistait à dégommer des cibles flottantes en tirant à balles réelles sur ces cibles. Et les cibles étaient flottées sur une rivière. Et jusqu'à présent, tout est toujours très bien. Sauf que cette année, on avait oublié un détail, c'est que de l'autre côté de la rive, la commune avait fait aménager une promenade. Et donc, vous aviez des promeneurs qui étaient de l'autre côté de la rive et qui entendaient les balles fusées. On fait remonter le problème au maire et le maire va voir les tireurs en leur donnant pour bien viser et de bien viser et de ne pas tirer de l'autre côté. Bon, ce qui devait arriver arriva, précaution insuffisante, et malheureusement, une dame qui se promenait avec son époux a été grièvement blessée au visage, Madame Lemonnier. Et donc, elle a porté plainte. Le maire a été condamné pour blessure involontaire. Donc, sur le plan de la responsabilité pénale, sa responsabilité a été retenue. Se posait la question de la responsabilité civile. Est-ce que c'était à lui personnellement d'indemniser la victime ou est-ce que c'était à la collectivité? Pour cela, il fallait déterminer est-ce qu'il s'agissait d'une faute de service ou une faute personnelle. Si c'est une faute de service, responsabilité de la collectivité. Si c'est une faute personnelle, responsabilité personnelle de l'élu. Et là, le juge dit quoi? Il s'agit d'une faute personnelle. Donc, a priori, responsabilité personnelle de l'élu. Mais, sous l'impulsion du commissaire du gouvernement Léon Blum, le juge poursuit son raisonnement en disant oui, il s'agissait d'une faute personnelle, mais elle a été accomplie grâce aux fonctions de l'élu dans le cadre de ses fonctions. Et donc, cette faute, elle n'était pas dépourvue de tout lien avec le service. Et donc, on va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre le maire. D'accord? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous m'entendez toujours? On entend, on entend. Oui, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie sur le... Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez engager votre patrimoine personnel pour indemniser une victime si le juge estime que vous avez commis une faute personnelle. Et on a vu que dans certaines situations, eh bien, ça pouvait être ambigu. Hein. On ne sait pas nécessairement si on se situe au niveau de la faute ou de la faute personnelle. Donc, vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions. Alors, au niveau de la responsabilité pénale, on n'est plus... la question n'est plus de savoir qui c'est qui va sortir son chèque pour indemniser la victime. On n'est plus dans une finalité qui est indemnitaire, donc qui est de réparer un préjudice, mais on est dans une finalité qui est répressive, qui est punitive. C'est-à-dire qu'on estime qu'un comportement délictueux a été commis et que ça une réponse de la part de la société, une réponse ferme de la part de la société, et donc l'application d'une peine. Le code pénal, qu'est-ce que c'est? C'est un livre dans lequel on peut découvrir les valeurs qui sont défendues par la société. Parce que derrière chaque infraction qui est définie dans le code pénal, vous avez ce qu'on appelle une valeur sociale protégée. Quand le code pénal réprime le vol, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? Le droit de propriété. Quand le code pénal réprime le délit de fétichisme, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? L'égalité de traitement entre les candidats. Lorsque le code pénal réprime l'homicide et blessures involontaires, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? La vie et l'intégrité physique. Valeurs qui sont jugées même si essentielles que même lorsqu'on ne l'a pas fait exprès, on peut engager sa responsabilité personnelle, sa responsabilité pénale. Alors, qui c'est qu'on poursuit au pénal? Ce sont ceux qui sont suspectés
d'avoir porté atteinte aux valeurs protégées. Soit qu'on estime qu'ils ont été hostiles à ces valeurs, c'est le cas des infractions intentionnelles, soit qu'ils ont été indifférents à ces valeurs sociales protégées, c'est le cas des infractions non intentionnelles. Donc ça veut dire que pour un élu local, le fait d'être poursuivi au pénal, déjà, c'est être placé en porte-à-faux par rapport à son engagement, parce que lorsqu'on s'investit dans un mandat électif, c'est pour servir l'intérêt général et pour participer à la défense des valeurs sociales défendues par la société. Donc, être poursuivi au pénal, déjà, ce n'est pas neutre pour un élu local parce que c'est être placé en porte-à-faux par rapport à votre engagement. Et d'autre part, une procédure pénale qui est relativement contraignante, notamment la garde à vue. Une garde à vue, ce n'est pas anodin. Là, c'est en garde à vue, et ça peut être relativement traumatisant. Donc, cette notion de responsabilité pénale, c'est quelque chose qui n'est pas léger, voilà, qui n'est pas agréable. Et bien que vous ayez été dans vos fonctions, vous pouvez faire l'objet, effectivement, de poursuites pénales. Alors, on va voir dans quelle situation. Alors, je vous ai dit que la SMART est une mutuelle d'assurance des collectivités locales. Donc, on a un certain nombre d'élus qui sont notamment assurés chez nous pour leurs risques personnels dans l'exercice de leurs fonctions. Et chaque année, nous avons un certain nombre d'élus qui, chaque mois, déclarent être mis en cause pour tel ou tel fait. Donc, à partir de là, on établit, effectivement, on peut dégager déjà de premières statistiques. Simplement, comme tous les élus, les fonctionnaires ne sont pas encore assurés chez nous, on est obligé d'élargir notre champ d'observation avec les bases de données de jurisprudence et une veille notamment sur Internet. Et c'est là, j'attire votre attention sur les chiffres que je vous présente ici. Il y a un miroir déformant dans la mesure où en 95-2001, les outils dont nous disposons aujourd'hui n'existaient pas. Donc, il y a forcément une minoration de ces chiffres. Donc, si on veut avoir un élément à peu près objectif, c'est plus sur la comparaison de les 2 dernières mandatures où là, les outils existaient. Et on constate effectivement une hausse de 30% du contentieux pénal. Vous voyez, en 2008-2014, on avait recensé un peu moins de 1300 élus poursuivis. Sur la mandature actuelle qui vient de s'achever, on a recensé un peu plus de 1600 élus qui ont été poursuivis. Alors, ça fait à peu près en moyenne, sur la mandature qui vient de s'achever, 5 élus par semaine, donc à peu près 1 élu par jour qui est poursuivi pénalement. Simplement, dit comme ça peut paraître beaucoup, mais si vous rapportez ce chiffre au nombre total d'élus locaux qui existent, plus de 500 000 élus locaux, ça vous donne un taux de mise en cause pénale, toute infraction confondue, inférieur à 0,3%. À 0,3%. Vous voyez que recule par rapport à ce risque pénal, puisque dans 99,7% des cas, l'élu local, au cours de son mandat, ne fera pas l'objet de poursuites pénales. D'accord ? C'est plutôt rassurant. Autre élément rassurant à prendre en compte, qui dit poursuite ne dit pas condamnation. On le voit, vous avez ici en bleu les poursuites et en orange les condamnations. Et on voit bien qu'il y a un décalage entre les poursuites et les condamnations. En moyenne, si on regarde, le taux de condamnation des élus, il est de 40%. Ça ne veut pas dire que 40% des élus sont condamnés. Ça veut dire que 40% des moins de 0,3% qu'on vient de voir sont condamnés. Et ça veut dire que 60% des moins de 0,3% qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. D'où le nécessaire respect du principe de la présomption d'innocence. Pour quel type de fait vous pouvez être poursuivi? Au cours de la mandature 2014-2020, et ça c'est constant depuis le début, le premier motif de poursuite des élus locaux, et c'est pareil pour les fonctionnaires territoriaux, ce sont les manquements à devoir de probité. Sur la mandature qui s'achève, ça représente 35% du contentieux pénal des élus. Alors, je ne détaille pas ici parce qu'on va rentrer plus dans le détail tout à l'heure parce qu'il y a des infractions très importantes en la matière. Les atteintes aux honneurs, ça représente 30% du contentieux pénal des élus, 30% des 0,3%. Donc là, c'est l'hypothèse notamment
où vous prenez la parole en séance du conseil municipal. La séance, elle est publique, donc les propos que vous tenez. Donc, si vous tenez des propos qui sont jugés diffamatoires, ça va caractériser l'infraction de diffamation publique. Et donc, un opposant, par exemple, ou un administré que vous auriez égratigné au cours de cette séance, pourrait porter plainte. Et donc là, ça va rentrer dans ce cadre-là. Ça peut être aussi, quand vous rédigez un édito dans le journal municipal, là aussi, le journal est diffusé. Donc, si vous lâchez un peu trop et que dans l'édito, vous attaquez un peu vertement un opposant ou un administré, et que vos écrits sont jugés diffamatoires, vous pouvez avoir une plainte pour diffamation. Alors, vous pouvez vous défendre en rapportant la preuve de la vérité de ce que vous avez à alléguer. Et si vous êtes en capacité de rapporter la preuve de la vérité de ce que vous avez dit, eh bien le juge prononcera votre relax. Alors, inversement, vous pouvez être victime de diffamation. Vous pouvez être victime de diffamation. Par exemple, dans la séance du conseil municipal, vous pouvez avoir un élu d'opposition qui va trop loin et qui, là, vous pouvez aussi vous-même engager une procédure pour diffamation. Ce que je vous ai dit pour vous est valable pour lui aussi, c'est-à-dire qu'il pourra être exonéré de toute responsabilité s'il rapporte la vérité des faits qu'il a allégués. Alors attention, en matière d'atteinte à l'honneur, en matière de diffamation, le délai de prescription il est très, très bref, il est de 3 mois. Donc si vous souhaitez agir, engager une action pour diffamation, il faut être très rapide parce que le délai est bref. Les atteintes à la dignité, ça représente un peu moins de 20% du contentieux pénal des élus locaux. Là, on va retrouver le contentieux des injures, des discriminations et du harcèlement moral. Vous avez notamment des élus qui ont été condamnés pour harcèlement moral sur plainte de la secrétaire de mairie. C'est la première condamnation d'un élu, c'est pas dans l'Allier, c'était dans un département riverain. Il me semble que c'était dans le coin, c'était peut-être dans le Puy-de-Dôme. Toujours est-il que la première condamnation condamnation qui a été confirmée par la Cour de cassation en 2004, c'était un maire sur plainte de la secrétaire de mairie. Les atteintes à la confiance, ça représente moins de 10% du contentieux pénal des élus. C'est le faux en écriture. Alors attention, parce que le faux en écriture publique commis par un agent public, crime qui est passé à la cour d'assises. Alors la plupart du temps, c'est correctionnalisé, mais ça peut aller aux assises. On a eu des cas, et d'ailleurs pas trop loin de chez vous, je crois. Et donc, attention, notamment à la pratique dite des décisions rattachées. Exemple typique, le conseil délibère, on clôture la séance, on rédige le procès verbal. Au moment de rédiger le procès verbal, on s'aperçoit qu'on a délibéré sur un point. On dit tout le monde est d'accord, on ajoute ce point sur le PV, alors que formellement, il n'a pas été pris en séance du conseil municipal. Et bien ça, juridiquement, ça s'appelle un faux en écriture publique commis par un agent public. Donc, c'est passible de la cour d'assises. La plupart du temps, ça va passer comme une lettre à la poste, mais il suffit qu'un jour, il y en a un qui lève le petit doigt en disant « mais là, la délibération n'a pas été prise en séance du conseil municipal » pour que ça puisse se traduire par des poursuites au pénal. Vous avez eu le cas notamment d'un élu qui a été poursuivi avec le DGS parce qu'ils avaient transmis en préfecture une délibération qui n'avait pas été prise en séance du conseil municipal. Elle avait été prise en bureau, mais pas formellement en délibération du conseil municipal pour un projet immobilier porté par une SEM. Donc, il y a eu des poursuites au pénal qui ont été exercées contre le DGS et le maire. Violence volontaire. Donc là, ça représente moins de 5% du contentieux pénal des élus locaux. C'est notamment l'hypothèse où il y a des conseils municipaux qui sont un peu houleux. Ça peut arriver. Au cours du mois de juin, vous avez un élu qui a été condamné parce que lors de la première séance du conseil municipal, vous avez un adjoint qui s'est désolidarisé de l'équipe municipale et qui est passé dans l'opposition. Donc déjà, le maire était incommodé par ce. Et puis ensuite, vous avez eu un conseiller d'opposition qui a pris la parole. Ça a un peu débordé. Le maire a voulu lui couper le micro. Il n'y est pas arrivé. Donc, il l'a attrapé par le callback en voulant le sortir de la salle du conseil municipal. Il a été poursuivi pour violence volontaire et il a été condamné pour violence volontaire. Voilà un exemple.
Atteinte à l'environnement et l'urbanisme, ça représente moins de 3% du contentieux pénal. Là, c'est notamment les infractions au plan local d'urbanisme dont peuvent se rendre coupables les élus. Ça peut être les hypothèses de pollution. Au mois de juin, vous avez une commune de moins de 500 habitants qui a été condamnée pour pollution parce qu'elle avait utilisé des produits phytosanitaires interdits dans des zones sensibles. Là, c'est la commune personne morale qui a été poursuivie et condamnée. Atteinte aux libertés publiques, donc là, je passe. Et les atteintes aux mœurs et à l'intégrité sexuelle, là aussi, c'est très peu poursuivi. Ça représente moins de 2% du contentieux pénal. C'est notamment les hypothèses de harcèlement sexuel qui peuvent arriver dans les communes. Alors, qui peut être pénalement responsable au sein d'une collectivité? La responsabilité pénale, c'est une responsabilité très conviviale. C'est-à-dire que pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont être poursuivies. À ce titre-là, pour vous donner un exemple, dans une commune bretonne où vous avez eu un accident du travail, d'un agent qui est tombé d'une échelle pour le montage d'un portique d'une foire exposition, eh bien, dans cette affaire, vous avez 11 personnes au sein de la commune qui ont été mises en examen. De l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité jusqu'au maire. Hein. Donc, vous voyez que pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont être poursuivies, voire condamnées. Donc, au sein d'une commune, qui c'est qui peut être poursuivi? Vous pouvez avoir le maire, évidemment. Alors là, je parle de l'hypothèse d'une commune, mais c'est pareil pour les EPCI. Donc, le président de l'EPCI, le président de la Comcom peut être poursuivi aussi, les adjoints et les vice-présidents de la Comcom aussi, les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, les fonctionnaires territoriaux. Les fonctionnaires territoriaux peuvent engager leur responsabilité pénale. Et la collectivité aussi, personne morale, peut engager sa responsabilité pénale. Alors, on ne pourra pas la placer en prison, mais on pourra la condamner, par exemple, au paiement d'une amende. Alors, qui vous taraude, c'est, là, vous avez installé les conseils municipaux sont installés, les délégations ont été définies, le maire a pris les arrêtés de délégation. Attention, bien penser à prendre les arrêtés de délégation, parce qu'ici, il n'y a pas d'arrêté de délégation. Les actes pris par l'adjoint ou par le conseiller délégué seront annulés dans l'avenue, ils n'existeront pas juridiquement. Mais là, vous avez bien fait les choses, donc vous avez des délégations qui vont bien. Question, vous prenez un arrêt, les arrêtés de délégation. Est-ce que vous transférez la responsabilité qui va avec ou est-ce que vous restez responsable? Donc voilà une question qu'elle est bonne. Qu'est-ce que nous dit le Code général des collectivités territoriales? Le CGCT nous répond, eh bien, il nous répond quoi? Il nous répond que les délégations sont exercées sous la surveillance et sous la responsabilité du maire. Donc, a priori, il n'y a pas débat. C'est le maire qui est responsable. Alors là, je ne vois pas vos têtes, mais j'imagine que les maires sont députés et que les adjoints sont... Eh bien, on va inverser les rôles parce que vous avez une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a bémol à ce que dit le Code général territoriale. Il y a un sérieux bémol. Pourquoi? Parce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, elle considère qu'il y a transfert de responsabilité lorsqu'il y a délégation si 3 critères cumulatifs sont réunis. Si l'adjoint a l'autorité, alors je dis l'adjoint ou le conseiller municipal, hein, c'est pareil, a l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir ses missions. Autorité, compétences et moyens. Si ces 3 critères sont réunis, il y a transfert de responsabilité. Si l'un de ces critères fait défaut, eh bien, le maire reste responsable. Cette jurisprudence, elle avait été construite pour l'entreprise, dans le cadre des entreprises, mais la Cour de cassation applique exactement le même raisonnement pour les collectivités territoriales. Vous avez ici un arrêt de la Chambre criminelle du 4 septembre 2007. Vous voyez que pour une banale affaire de tapage nocturne, c'est remonté jusqu'à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, dans cette affaire, elle avait à trancher les faits suivants. Ça se passait dans une commune du nord de la France qui, à l'occasion de la fête de la musique, organisait une semaine de festivités. Ne faisait pas les choses à moitié, une semaine de festivités. Et à cette occasion, soirée techno organisée pour les jeunes. Bon, qui dit soirée techno dit un peu de bruit, qui dit un peu de bruit dit riverains incommodés, qui dit riverains incommodés dit plainte pour tapage nocturne. Plainte pour tapage nocturne qui est dirigée contre qui? Contre l'adjoint aux affaires culturelles.
Et l'adjoint aux affaires culturelles, pour sa défense, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, monsieur le juge, je ne comprends pas pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. S'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis titulaire qu'une délégation de fonction qui nous dit le Code général des collectivités territoriales est exercé sous la surveillance et sous la responsabilité du maire. Donc, monsieur le juge, vous aurez bien compris que s'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas moi, suivez mon regard. Bon, vous noterez au passage que lorsqu'il y a des poursuites pénales, les majorités municipales peuvent avoir à se fragiliser. Le système de défense de l'un pouvant consister à refiler la patate chaude aux voisins. Pourquoi? J'ouvre une parenthèse sur les contrats d'assurance. Vous avez certaines compagnies d'assurance, et non des moindres, qui proposent au maire d'assurer sur son contrat l'ensemble de l'équipe municipale. A priori, c'est bien comme système. C'est super, puisqu'il n'y aura qu'une cotisation payée, c'est celle que paye le maire, et le maire, bon seigneur, son contrat, va couvrir l'ensemble de l'équipe municipale. Super. Super sur le papier. Parce qu'en pratique, à l'usage, ça peut se révéler très pernicieux. Pourquoi? Pour 3 raisons. Première raison, on l'a vu, lorsqu'il y a des poursuites pénales, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont être mises en cause, poursuivies. Vous pouvez avoir plusieurs élus. Comment va être calculé le plafond de garantie si vous avez, par exemple, 3 élus qui sont poursuivis pour la même affaire et que c'est le même contrat qui va jouer? Selon la rédaction des clauses, il y a fort à parier que le plafond de garantie va être divisé par le nombre d'élus qui sont poursuivis. Et donc, chaque élu n'aura pas nécessairement la somme suffisante pour pouvoir se défendre utilement. D'autre part, deuxième travers de ce type de contrat, c'est qu'on a vu que le système de défense d'un élu peut consister à charger l'autre, en disant « ce n'est pas moi, c'est lui ». Et on a eu un exemple là, avec l'adjoint. Que se serait-il passé si le maire de la commune en question avait souscrit ce type? Ça veut dire qu'il aurait payé la défense de quelqu'un qui, à la barre du tribunal, viendrait le charger. Mais non, la philanthropie a ses limites. Hein. Et troisième problème que se pose ce type de contrat, c'est qu'en cas, vous pouvez avoir des minorités qui se fragilisent et des contentieux qui naissent entre élus d'une même majorité. Et dans les Deux-Sèvres, ça a déjà commencé une semaine après les élections, l'élection du nouveau maire. Donc, comment c'est traité dans ce type de contrat? C'est là aussi, c'est très délicat. Donc, mieux vaut que chaque élu souscrive personnellement son contrat, quitte à des tarifs intéressants s'il y a plusieurs élus de la commune qui souscrivent en même temps. C'est le cas, SMAC l'assurance propose un dégressif, notamment parce qu'il y a plusieurs élus d'une même commune qui souscrivent le contrat, mais chaque élu est assuré à titre personnel. Ah, d'accord. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que répond la chambre criminelle dans cette affaire? La chambre criminelle de la Cour de cassation répond « Si, monsieur l'adjoint, vous êtes bien responsable parce que vous aviez l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir votre mission. » Donc là, en matière de transfert de responsabilité, c'est vraiment une appréciation qui se fait au cas par cas. Et c'est le juge qui déterminera au cas par cas si la délégation opère ou non transfert de responsabilité. Un autre point sur lequel j'attire votre attention tout particulièrement, et qui a aussi des actes en termes d'assurance, c'est qu'une mise en cause pénale peut intervenir plusieurs années après votre mandat. Pourquoi? Parce que le point de départ de la prescription, ce n'est pas nécessairement le jour où vous prenez une décision, mais peut-être le jour où cette décision aura des conséquences dommageables. Si, par exemple, un exemple de délivrance de permis de construire en zone inondable, le permis de construire, ce n'est pas le jour où vous délivrez un permis de construire que le point de départ de la prescription court. Non, c'est le jour où il y a des inondations mortelles. Et c'est là que le point de départ de la prescription va commencer à courir. Or, tout peut bien se passer pendant 10, 20 ans, et puis bim, 20 ans plus tard, après la délivrance du permis, inondation mortelle. C'est ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine. À Vaison-la-Romaine, dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez qui c'est qui avait été suivi. Ce n'était pas le maire de Vaison-la-Romaine, non, c'était le préfet.
parce que les permis de construire avaient été délivrés avant les lois de décentralisation, avant les lois de fer de 1982. Et donc, c'est un fait qui a été mis en examen. Lorsqu'on est venu le rechercher en responsabilité, vous saviez quel âge il avait? Il avait plus de 80 ans. Il avait plus de 80 ans. Ça faisait longtemps qu'il était à la retraite, mais c'est lui qui avait délivré les permis de construire. Donc, vous pouvez cesser votre mandat sans avoir eu de poursuite pénale, et puis, je sais pas, 10, 15 ans après, l'objet d'une mise en cause pénale. Comment ça se passe en termes d'assurance? Eh bien, en termes d'assurance, dans la plupart des contrats d'assurance, vous ne serez pas couvert. Parce que la plupart des contrats d'assurance prévoient un mécanisme dit de garantie subséquente, c'est-à-dire qu'on couvre jusqu'à 5 ans après l'expiration de votre mandat. Ça veut dire que si la mise en cause intervient plus de 5 ans après l'expiration de votre mandat, vous n'êtes plus couvert. Alors, c'est pas que l'assurance n'a pas retenu cette option et nous n'avons pas fixé de limite. C'est-à-dire que vous êtes garanti à vie en gros, dès lors, quelle que soit la date de réclamation de la victime, dès lors que le fait générateur rentre dans la période de garantie, donc que la décision qui a l'origine de la plainte a été prise alors que vous étiez couvert. Vous étiez couvert. Parce qu'au regard de la jurisprudence, on a conscience qu'effectivement, une mise en cause pénale peut intervenir effectivement longtemps après l'expiration de votre mandat. Alors, les manquements au devoir de probité. Les manquements au devoir de probité sont des infractions particulièrement graves, sur lesquelles j'attire particulièrement votre attention, parce que les peines encourues sont relativement lourdes et elles sont classées dans une partie du Code pénal qui est consacrée aux crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. Et on retrouve dans cette partie du Code pénal les crimes de haute trahison, d'espionnage, de terrorisme. Donc c'est pour vous dire la gravité de ces infractions. Le classement en soi, il n'est pas critiquable, mais lorsqu'on rentre dans le détail de ces infractions, on sait qu'il y a certaines d'entre elles qui sont carrément et que vous pouvez commettre sans nécessairement en avoir conscience. Et il y a une infraction sur laquelle j'attire tout particulièrement votre attention et qui mériterait à elle seule un module de formation, et la prévention des conflits d'intérêts, c'est le délit de prise illégale d'intérêt. Parce que le délit de prise illégale d'intérêt, c'est une infraction qui est très redoutable dans la mesure où elle est rédigée dans des termes très larges et elle vise en fait, la philosophie du texte, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas pouvoir suspecter que vous avez privilégié un intérêt public sur un intérêt privé. Vous avez fait intervenir l'intérêt privé pour prendre une décision publique. La décision publique a été polluée par l'intérêt privé. Et si c'est le cas, eh bien, vous pouvez vous exposer à des poursuites pour prise illégale d'intérêt. Et ça concerne tout type de décision. Par exemple, en matière de marché public, imaginons que vous soyez chef d'entreprise, vous faites travailler votre entreprise pour le compte de la collectivité. Votre entreprise, c'est peut-être la meilleure sur le marché. Et en plus, vous la ferez travailler à prix coûtant, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez pour le compte de la commune, vous allez perdre de l'argent. Et si on avait recouru au service d'une entreprise extérieure, ça aurait coûté plus cher et ça aurait été moins bien fait. Néanmoins, il s'agit de la prise illégale d'intérêt. Là, je parle de votre entreprise à vous, mais c'est pareil pour l'entreprise de votre conjoint, de votre fils, de votre cousin, de votre beau-frère, ou on s'arrête dans le cercle de la relation de l'élu. Le texte ne le dit pas, c'est une appréciation qui se fait au cas par cas par le juge. C'est valable aussi en matière d'urbanisme. Vous avez de nombreux élus qui ont été poursuivis, notamment pour des affaires d'éoliennes, implantation d'éoliennes sur leur terrain, prise illégale d'intérêt. En matière d'embauche de proches, en mars 2020, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un élu pour prise illégale d'intérêt parce qu'il avait recruté sa sœur comme DGS. Il ne s'agissait pas du tout d'un emploi fictif. Elle avait bien les... Et elle effectuait... Attention, on n'est pas du tout dans l'hypothèse d'un emploi fictif. Dans un emploi fictif, on serait dans le détournement de fonds publics. Là, on n'est pas du tout dans cette hypothèse. Il n'était pas contesté que la sœur du maire avait bien les compétences requises. Non. Mais il a recruté l'un de ses proches. Donc, c'est de la prise illégale d'intérêt. Par exemple, en matière de vote des subventions à l'association, vous êtes membre d'une association, vous participez au vote d'une subvention à une association dont vous êtes membre, ça peut être considéré comme de la prise illégale d'intérêt. C'est pour ça que lors du vote des subventions aux associations, vous avez toujours un jeu de chaises musicales au sein du conseil municipal parce que vous avez toujours un élu qui est membre de l'association et qui sort dans le moment du vote.
Alors, je ne veux pas vous faire peur par rapport à cette infraction parce qu'il y a aussi des outils à votre disposition qui vous permettent de vous prémunir, et notamment l'arrêté de déport qui vous permet effectivement de désigner un adjoint lorsque vous êtes intéressé à une affaire pour vous prémunir juridiquement, et notamment vous devrez vous abstenir de toute émission dans le dossier et de toute instruction à l'adjoint ou au conseiller que vous auriez désigné, s'il vous plaît. Vous avez aussi des dérogations dans les communes de moins de 3500 habitants qui s'appliquent et qui vous permettent aussi de vous prémunir dans un certain nombre de cas, avec des règles à respecter. Toutes ces règles, elles vous sont précisées dans le document que je vous invite vraiment à lire. Le document, c'est un guide pratique sur la charte de l'élu local. La charte de l'élu local, vous savez, c'est le premier document, la première obligation du nouveau maire lors de l'installation du conseil municipal, c'est de lire et remettre la charte de l'élu local. Mais il ne s'agit pas de la lire et de la ranger dans un tiroir en disant ça, c'est fait. Il s'agit de la lire, de la remettre et de l'appliquer tout au long du mandat. Et pour l'appliquer tout au long du mandat, la SMAC, en partenariat avec Mairie de Lille et d'autres partenaires, a édité un guide qui est à votre disposition. Alors, je vous invite vraiment à le lire et à prendre le temps de le lire. Il fait 96 pages, mais vous verrez, il est relativement aéré, il y a des petits croquis, il y a des dessins même humoristiques, tout pour rendre la plus légère, mais prenez le temps de le lire parce qu'il peut vous éviter bien des désagréments au cours de votre mandat. Je vous invite à le télécharger. Il est téléchargeable gratuitement. Et vous pouvez commander des exemplaires papier si vous voulez. Ce qui concerne les violences involontaires, donc c'est l'hypothèse d'accident, ce n'est pas statistiquement le contentieux le plus lourd. Par contre, c'est un contentieux sur lequel les enjeux sont lourds parce que derrière, c'est une atteinte à la vie et à l'intégrité physique. Ce que vous devez retenir en la matière, c'est que là où vous pouvez être en danger, c'est lorsque vous violez de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité qui est imposée par la loi ou le règlement. Donc, il y a un texte précis qui vous impose de respecter une certaine règle. Et si vous ne respectez pas cette règle-là, qui en résulte un accident, vous pourrez engager votre responsabilité. Et l'hypothèse sur laquelle vous devez être particulièrement vigilant, c'est lorsqu'on vous a signalé un danger. Lorsqu'on vous signale un danger, prenez pas l'action qui permet de limiter le risque, eh bien, derrière, il y aura risque de mise en jeu de votre responsabilité si vous n'avez pas pris les dispositions qui s'imposaient. Un exemple, ça se passe dans une commune, plan d'eau ouvert à la baignade. Vous avez des jeunes qui décident d'aller piquer et de faire le bain de minuit après avoir passé une soirée arrosée. Et l'un des participants, l'un des convives, plonge la tête la première et ne voit pas un muret qui était sous l'eau et heurte le muret. Malheureusement, est grièvement blessé et est tétraplégique. Il porte plainte contre le maire. Le maire est poursuivi, le maire est condamné. Qu'est-ce qu'on reproche au maire? Eh bien, c'est que lorsqu'on était hors de l'eau, le muret ne se voyait pas. Et donc, il a fallu signaler la présence de ce muret aux usagers. On est bien d'accord qu'avec 2 grammes d'alcool dans le sang et à minuit, ce n'est pas parce qu'il y a eu le panneau que... Ah, je crois qu'on l'a encore perdu. Ça a coupé? Ça avait C'est coupé, oui. Alors, on Ouais, en oui. était, c'est pas parce s'il avait vu le panneau, voilà. Donc, pourquoi je vous cite cet exemple? C'est parce qu'il y avait eu un premier accident qui était survenu 2 jours, une semaine avant, à une jeune fille, une jeune enfant. Et le maire, il était poursuivi pour les 2 accidents. Et c'était un nouvel élu. Et pour le premier accident, le juge a relaxé l'élu en disant le maire ne pouvait pas savoir parce que il était nouvel élu, il ne connaissait pas la configuration des lieux, il ne connaissait pas l'existence du muret, donc on ne peut pas le condamner pour le premier accident. Par contre, pour le second accident qui est survenu une semaine plus tard, là, la responsabilité du maire a été retenue parce qu'il ne pouvait plus dire qu'il ignorait l'accident, qu'il ignorait la présence du muret. Pardon. Donc là, c'est pour ça que dans les axes de prévention que je vous propose ici, l'un des axes, c'est engager sans tarder les actions qui peuvent être mises en œuvre. Ici, il s'agissait de signaler la présence du muret. Hein. D'accord ? Définir des priorités d'action aussi. On ne peut pas tout faire tout de suite. Vous devez définir la priorité d'action. Donc, définir un programme et vous engager dans ce programme.
et pensez à prendre des mesures compensatoires qui permettent de limiter le risque, comme en l'espèce, par exemple, placer un panneau informant les usagers de l'existence du mur. En termes d'assurance, comment ça se passe? On a vu que la faute de service, c'est la responsabilité de la collectivité. Donc là, ce n'est pas votre contrat d'assurance personnelle joué, c'est le contrat d'assurance de la collectivité. Par contre, vous pouvez être poursuivi au pénal sur la base d'une faute de service. Donc vous allez avoir besoin d'un avocat pour vous défendre. Cet avocat, ce n'est pas à vous de le payer, c'est à la collectivité de le faire au titre de la protection fonctionnelle. Et depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, les communes sont tenues de s'assurer pour protéger les élus. D'accord? Dès lors qu'il s'agit d'une faute de service. Parce que s'il s'agit d'une faute de personnel, la protection fonctionnelle, elle ne s'applique plus. Donc, d'où l'intérêt pour les élus de souscrire un contrat d'assurance personnelle, puisqu'on a vu que vous pouvez engager votre patrimoine personnel, notamment si le juge estime que vous avez commis une faute d'une particulière gravité. Et donc là, c'est votre responsabilité civile personnelle qui pourrait être engagée. Et si vous êtes poursuivi au pénal, ce n'est plus à la collectivité qu'il revient de prendre en charge votre défense, mais c'est bien à vous personnellement de vous assurer sur vos deniers personnels. D'accord? En cas de faute personnelle dépourvue tout lien avec le service, je vous rappelle que la victime a un droit d'option. Donc, si elle actionne la responsabilité de la collectivité, c'est le contrat d'assurance de la collectivité. Si elle actionne la responsabilité, c'est le contrat d'assurance personnelle qui jouera. Et si la victime actionne la responsabilité de la collectivité et que la collectivité se retourne ensuite contre l'élu, là aussi, le contrat d'assurance jouera. Pas de protection fonctionnelle due par la collectivité en cas de poursuite pénale. D'accord? Donc là, dès lors qu'il y a une faute personnelle, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, c'est bien à l'élu qui devra payer son avocat. Donc, tout l'intérêt aussi d'avoir un contrat d'assurance personnelle. Alors, attention, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit de certaines collectivités entre la protection fonctionnelle et le contrat d'assurance personnelle. Ce sont bien deux contrats différents qui ont chacun leur champ propre d'application. Donc, il est très important pour les élus de souscrire un contrat d'assurance personnelle payé sur vos deniers personnels. C'est en aucun cas la collectivité qui doit prendre en charge votre contrat d'assurance personnelle. C'est un contrat spécifique et ce n'est pas votre assureur vie privée qui vous couvre. Il faut souscrire un contrat spécifique. Merci de votre mandat. Alors, c'est ce que propose notamment SMAC l'assurance au travers de son contrat sécurité élu. Donc, il prévoit plusieurs garanties qui vous sont présentées ici. Bon, là, les garanties principales, ce sont les deux premières, ce sont les plus importantes, c'est-à-dire la protection juridique de l'élu. Dans l'hypothèse où vous êtes mis en cause, vous aurez besoin d'un avocat pour vous défendre. Cet avocat, il sera pris en charge dans la limite des plafonds de garantie au titre du contrat. Et la garantie essentielle que vous devez avoir, c'est le contrat, une garantie de responsabilité civile personnelle, puisqu'on a vu que le montant des dommages et intérêts peut être relativement conséquent et que vous pouvez engager votre patrimoine personnel même si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'avoir cette garantie de responsabilité civile personnelle. Après, vous avez un certain nombre de garanties annexes qui sont aussi intéressantes et qui sont à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième et troisième partie? Alors, toujours pas. Ah bon, on peut terminer. Ben, on a terminé, non? Quasiment. Oui, on a terminé. Oui, on a terminé. Simplement pour vous dire que là, vous avez dit à votre disposition, vous pouvez télécharger gratuitement tous ces documents qui sont téléchargeables gratuitement. Donc, le rapport annuel, là, vous retrouverez les chiffres de mise en cause plus détaillés, pour quel type de fait, quelle est l'issue des procédures et les jurisprudences de l'année qui concernent des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux. Vous avez un document un peu plus ludique, c'est un bêtisier sur la recherche de responsabilité des élus liés à leur pouvoir de police. Donc, vous verrez que parfois, les procéduriers, ils ne manquent pas d'imagination. Alors, il y a des histoires qui sont traitées sous forme un peu humoristique, mais néanmoins, il y a des commentaires aussi juridiques un peu plus sérieux pour vous permettre d'exercer votre mandat un peu plus sereinement. Et puis, le document sur la charte de l'élu local. Donc, je reviens sur l'introduction. Je vous rappelle que le but de cette intervention, ce n'était en aucun cas de vous faire peur pour vous pousser la démission. Raté. Vous pouvez vous engager sereinement dans l'exercice de vos missions
On a vu que les juges ne sont pas des ayatollahs, hein, d'accord? Ils font preuve de bon sens. Donc, si vous-même vous faites preuve de bon sens, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vous rappelle les statistiques de mise en cause, c'est moins de 0,3% des élus qui sont poursuivis. Et qui dit poursuite ne dit pas condamnation, hein. Donc, vous pouvez vous engager sereinement. Et puis, si jamais un jour vous avez un coup de stress, vous avez une petite phrase magique que vous pouvez vous répéter, c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Et ça a des conséquences juridiques, hein, parce que le juge applique ce qu'on appelle la théorie de l'impossible. Et effectivement, il vérifiera in concreto que vous avez eu le temps matériel d'agir. Et si vous n'avez pas eu le temps matériel d'agir, eh bien, il vous dégagera de toute responsabilité. Donc, vous voyez que vous pouvez vous engager sereinement dans l'exercice de votre mandat. Mais oui, bien sûr. Je vous ai mis le lien vers la charte, qui est un document, la charte de l'élu local, qui est un document qui est très bien fait et que je vous encourage à télécharger. Mais peut-être que François, tu l'avais adressé. Oui, on va l'envoyer avec effectivement le document charte de l'élu local avec le logo de l'association des maires. Je crois que Suzanne nous Ah l'a oui. envoyé et il est prévu de l'envoyer. Très bien. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, voilà, tous les élus du département auront accès à ce document qui est très bien fait, je le répète. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait pas mal de choses qu'on avait vues la semaine dernière avec Éric Landau, hein, sur le Déjà, dans le fonctionnement du conseil conseil municipal. municipal. Ouais. Si parmi vous, si des élus ont des questions à poser, c'est le moment, allez-y. En tout cas, on a respecté notre engagement d'1 h 30. Voilà le timing. Ouais. Le timing est respecté. Bah, sinon, s'il n'y a pas Merci, de Luc. pas de questions, on se donne rendez-vous demain matin, toujours avec Luc Brunet, mais cette fois-ci pour traiter des pouvoirs de police. C'est ça. Et demain matin à 11 h. Très bien. Et pour ceux qui seront là, à demain. Et puis sinon, d'autres bonne mandature sereine. Oui. Oui, Merci, Luc. sereine, bien sûr. Merci. Merci. Bien, alors à demain tout le monde. À demain. À demain.